Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. La date est forcément à retenir. Nous sommes le vendredi 11 juillet 2025. Il y a de cela quelques heures, le président de la République, par un décret, convoquait le corps électoral. L'élection présidentielle aura donc lieu le 12 octobre 2025 dans les conditions définies par la loi et rappelées dans le décret du chef de l'État rendu public ce jour. Et coïncidence pour coïncidence, nous avons prévu parler abondamment de cette élection présidentielle dans le cadre de ce programme. Notre invité d'ailleurs est un acteur politique parmi les figures de proue des luttes pour la liberté dans notre pays depuis les années 90 pour prendre justement ce repère-là, régulièrement cité dans les combats estudiantins, mais également accompagnant la vision politique. Dans son discours reviennent régulièrement des mots tels que refondation, mais également transition. Il milite pour une mutualisation des forces de l'opposition relativement à la prochaine élection présidentielle. Il vient d'être signataire de la dernière sortie du groupe de Douala, qui lui aussi est en train de proposer des pistes pour une candidature consensuelle à la prochaine élection présidentielle. Il pense justement que l'opposition a besoin de se mettre ensemble pour vaincre le 12 octobre prochain. Djokam Tchameni est notre invité ce soir. C'est une véritable bibliothèque politique dans notre pays. Monsieur Tchameni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé, et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Vous acceptez qu'on parle de vous comme un vétéran des luttes pour les libertés au Cameroun? Je pense que ce terme correspond à la réalité parce que ça fait 47 ans au moins que je suis engagé dans la lutte pour le Cameroun. Donc je me suis engagé avant même 1990. J'ai commencé à lutter à 1987, 86, 87. Je suis allé en prison, j'ai connu la prison politique de 88 à 90, donc bien longtemps même avant le retour au multipartisme. Donc oui, j'ai beaucoup d'expérience. Vous n'êtes pas épuisé? Tant d'années de combat? J'ai commencé relativement jeune, j'ai 64 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé très très jeune. Et je ne suis pas encore fatigué. En tout cas, je suis plus jeune que M. Biya. Est-ce que dans ces combats, vous comptez quand même quelques victoires? Oui, ça définitivement oui. Parce que quand je commence la lutte, il nous est interdit de lire des livres. C'est-à-dire qu'il suffisait de vous trouver avec, par exemple, un jeune Afrique qui avait été interdit pour aller en prison. Il fallait, si on vous trouvait avec un livre, je ne sais pas, de Karl Marx ou de Lénine ou de Che Guevara, ça vous valait un petit tour à la BMM. Donc, notre première bataille à ce moment-là, c'était le retour à la démocratie, aux libertés fondamentales, au multipartisme. Donc on a gagné cette victoire-là, même si elle était incomplète, si on a estimé qu'elle était incomplète, que les lois de 90, de décembre 90, votées par un parlement unicolore, c'est-à-dire 100% RDPC, ne nous suffisaient pas. D'où donc la deuxième bataille que l'on enclenche en 91 pour la conférence nationale souveraine, pour élargir ces libertés qui permettent de nous donner la constitution de 96 et qui consacre la décentralisation. Mais vous savez qu'on a en face un adversaire qui est coriace et qui sait faire un pas en avant et deux pas en arrière. Donc la lutte continue, quoi, en fait. Mais vous entrez très jeune dans ces luttes-là. À cette époque, qu'est-ce qui vous gênait? On était encore pleinement dans les dictatures, oui. Mais vous étiez déjà dans le combat. Qu'est-ce qui vous gênait à cette époque? Bon, vous savez, ce genre de choses, ceux comme moi qui entrent en politique par conviction, c'est pratiquement par vocation. Vous ne savez pas pourquoi, mais très tôt, vous avez un sens aigu. Vous êtes révolté par l'injustice. Et même quand ça ne vous concerne pas, vous voulez que ça s'arrange pour les autres. J'étais un élève relativement brillant et donc j'ai eu pendant toute ma scolarité des bourses. Mais j'étais le premier à organiser des manifestations pour mes camarades qui n'avaient pas de bourse. J'avais la chambre à l'université, mais j'étais à la tête de la grève pour que tout le monde puisse avoir une chambre. Donc on entre en politique de deux manières, soit par opportunisme individuel, soit parce qu'on ressent en soi le besoin de participer, de contribuer au mieux-être de ses citoyens. J'appartiens à la deuxième catégorie. Il y a donc ces lois de 1990 sur les libertés, on va les appeler ainsi, mais vous semblez toujours insatisfait. Je vous ai entendu d'ailleurs dire qu'on vous a accordé
la liberté de bavarder et non la liberté d'expression. C'est quoi la nuance? Elle est extrêmement. La liberté d'expression est la capacité de dire et de faire, parce que le verbe n'est pas la seule forme d'expression qui existe, notamment en politique. En politique, on doit vous donner le droit de pouvoir vous exprimer par autre chose que le plateau de télé, que le parler ou d'un article dans un journal. Vous devez être capable de manifester, vous devez être capable de librement vous réunir pour préparer ces manifestations-là. Et vous vous rendez bien compte qu'au Cameroun, bien que l'on ait nominalement la liberté d'expression, en fait, le pouvoir l'a transformée en une liberté que j'appelle liberté de bavardage, c'est-à-dire le droit pour nous de venir à la télé, à la radio ou à la presse écrite, de dire ce qu'on veut, pourvu qu'on n'en fasse rien. La conséquence de ça, c'est que cela transforme, ça décrédibilise à la longue les acteurs politiques, parce qu'ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre. Et c'est ça qui explique pourquoi, à partir de 2004, je ne me présente pas beaucoup dans les médias. Si vous avez remarqué, je ne suis pas... Vous ne voulez pas jouir en même temps de cette liberté de bavarder? La liberté de bavardage a un côté dangereux. C'est-à-dire que si tout le temps vous êtes à la télévision, on ne sait plus faire la différence entre vous et Jean-Michel Cancan. C'est-à-dire que vous devenez une sorte de comédien politique qui dit des choses et qui est obligé de se contredire, ou faire des promesses qu'il ne peut pas tenir, etc. etc. Donc j'ai fait le choix, dans mon cas, de plutôt faire un travail en profondeur, soit dans la formation des cadres, avec le programme ABC Démocratie, ou alors dans les efforts de coalition très très nombreuses que j'ai eu dans lesquels j'ai travaillé et qui est en train de donner un fruit extraordinaire à la veille des élections. Parlons justement de cette veille, de cette élection présidentielle. Le corps électoral a été officiellement convoqué aujourd'hui. Ça va changer quoi dans vos démarches? Pratiquement rien, parce que la date butoir était le 12 juillet et nous le savions. Donc, au contraire, j'ai eu un ouf de soulagement, parce que si jamais M. Biya, qui est silencieux depuis très très longtemps, ne se levait pas pour signer, ça nous aurait posé par contre un sérieux problème, parce qu'il faudrait peut-être constater son incapacité et donc avoir 120 jours pour faire d'autres élections. Bon, donc le fait que le corps électoral ait été convoqué est une excellente chose, et ça va nous permettre simplement de dérouler la stratégie telle qu'on l'a pensée. Parlons de stratégie justement, le vétéran des luttes pour la liberté que vous êtes. On vous a vu à l'ATP, on vous a vu à l'ATR, on vous voit maintenant avec le groupe de Douala. Vous tâtez un peu partout, vous sentez que ça ne colle pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi partir d'un groupe à un autre régulièrement? Bien, je vais peut-être vous faire un flashback dans l'histoire du Cameroun pour vous rappeler que dans les années 1990, nous avions commencé à travailler ensemble dans le cadre de la coordination des partis politiques et associations. Cette coordination-là s'est divisée en deux groupes à l'issue de la tripartite, parce que certains ont accepté. Rappelons que la coordination avait été créée pour réclamer la conférence nationale souveraine. Et le pouvoir a résisté à la notion de conférence nationale souveraine et a proposé la tripartite. Et c'était un coup bien fait de leur part, parce que certains ont accepté la tripartite et d'autres pas. Bon, donc cela a séparé la coordination en deux groupes. Et il y a un groupe qui est donc parti et est resté sur sa demande de la conférence nationale souveraine et a mis en place une autre coalition qui s'appelait l'Alliance pour le redressement du Cameroun par la conférence nationale souveraine, ARC-CNS. Oui. Voilà, donc, et c'est cet ARC-CNS-là qui change de stratégie, se dit, bon voilà, nous avons tenté d'obtenir la conférence nationale par la rue de janvier à septembre pratiquement, on n'a pas pu l'obtenir. Alors ce que nous allons faire, c'est aller aux urnes pour l'obtenir, enfin c'est d'aller à l'élection pour obtenir par les urnes ce qu'on n'a pas pu obtenir par la rue. Et c'est ainsi que l'ARC-CNS construit autour d'elle une alliance électorale qui s'appelle l'Union pour le changement, qui propose déjà à l'époque
qui va vers le peuple camerounais. Il a dit, écoutez, vous avez bataillé pour cette conférence nationale souveraine, 400 morts, etc. Nous ne pouvons pas abandonner ce projet. On va aller à l'élection, élire un président de transition, faire une transition de 2 ans, enfin faire la conférence nationale pour laquelle vous avez tant sacrifié, et maintenant une période de transition de 2 ans pour nettoyer les textes, etc., et repartir donc aux élections après la période de transition, la fin de la transition. Et c'est donc, donc je vous rappelle ça pourquoi? C'est pour vous dire que chaque fois que vous voyez qu'il y a un changement dans le nom de l'organisation, cela correspond généralement par une adaptation de la tactique. C'est-à-dire, vous pouvez commencer la lutte avec un groupe, et à l'intérieur du groupe, il y a des gens qui, en mi-chemin, diffèrent soit sur les objectifs, soit sur la stratégie, soit sur la tactique, et vous continuez à travailler pour avancer. Donc, dans le cas d'espèces, depuis 2020, nous travaillons dans le cadre, enfin dans ce que nous avons appelé le cadre citoyen de concertation, qui a pondu l'ATP, ensuite l'ATR, ensuite le mouvement, la mouvance pour la refondation, Oui. et maintenant, disons un peu à côté, le groupe de Douala. Le groupe de Douala est assez différent, mais je veux quand même vous dérouler un peu ces trois. Oui. De l'ATP du C3 à l'ATP, de l'ATP à l'ATR, et ensuite la mouvance. Le fil d'Ariane, c'est la notion que le Cameroun est dans un état de délabrement avancé, et que nous ne pouvons pas continuer comme ça sans revoir la fondation. Oui. Donc il faut refonder le pays institutionnellement, et même de tous les points de vue en vérité. Donc le Cameroun a besoin d'une refondation. Bien, donc voilà le fil d'Ariane, voilà la chose qui ne change pas. Mais par contre, le cadre organisationnel peut changer, parce que à chaque étape, vous avez besoin de certaines personnes qui sont à un certain niveau de compréhension, soit de la stratégie, soit de la tactique. Et dans le C3, la notion qui était en vogue, c'était la notion de rupture. Donc on était tous d'accord qu'il fallait rompre. Mais tout le monde n'était pas nécessairement d'accord qu'il fallait passer par une période de transition. D'autres disaient qu'il faut faire l'insurrection. Bon, directement, que toutes les affaires d'élection là, ça ne veut rien dire, etc. Donc ceux d'entre nous qui avons dit, écoutez, si vous voulez faire l'insurrection, vous n'avez qu'à la faire, mais nous pensons qu'il y a une chance de passer par les urnes. Nous avons donc créé l'Alliance pour la transition pacifique. Voilà. Donc vous comprenez que chaque mot a exactement sa place. Et au sein de l'Alliance pour la transition pacifique, il y avait donc 2 courants. Un courant qui disait, notre rôle principal n'est pas de présenter un candidat, mais de présenter un programme de transition et une stratégie gagnante. Et il y en avait d'autres qui pensaient que l'ATP avait été créé comme un tremplin pour eux pour être les candidats. Ah oui. Bon, donc c'est sur cette base-là qu'on s'est séparés. Ceux qui voulaient être candidats, étaient pressés de devenir candidats, sont restés avec l'ATP, et ceux qui pensaient que ce qui est important, c'est la transition refondatrice, sont partis avec l'ATR. Et donc maintenant, la mouvance pour la refondation est une extension. C'est-à-dire au sein de l'ATR, nous avons décidé, et dans l'ATR, il y a des personnalités comme le président Dieudonné Essomba Atemengue qui est là, et plein d'autres personnes, ici Yves, docteur ici Yves, le collectif national contre l'impunité, ça c'est une association, une organisation qui s'appelle Cameroonian for New Referendum, Oui. etc., etc. Donc ces associations-là, ces partis ont estimé que ce n'était plus nécessaire d'essayer d'amener les gens à l'intérieur de l'ATR. Mais parce qu'une alliance, c'est un groupe structuré qui dans notre cas d'espèce, avait un manifeste qui définit nos objectifs, qui définit nos modes de prise de décision, la façon de se réunir, la façon de présenter des décisions, des choses comme ça.
Bon, et que si on voulait mettre tout le monde à l'intérieur de ce cadre, ça pouvait poser des problèmes inutiles. Et c'est à ce moment-là qu'on a préféré peut-être faire une mouvance. Alors, la mouvance, c'est un regroupement un peu plus lâche. L'essentiel est que toute personne qui ouvre sa bouche et dit qu'il veut la refondation, il faut que nous soyons en contact et en concertation avec ces personnes pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc vous comprenez. Voilà un peu le cheminement. Mais sauf que Dieu Kamdjamini, quand vous expliquez tout cela pour le Camerounais, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Il a juste l'impression que vous partez d'un mouvement à un autre parce qu'on ne réussit pas à fusionner, à créer une sorte de mutualisation. Il y a trop de divergences et ça en fait un peu trop dans leur tête de ATP, ATR, Mouvance, Refondation, Groupe de Douala. Ça fait un peu beaucoup dans leur tête. Je vais vous parler du groupe de Douala dans un instant, mais je veux demander au peuple camerounais de ne pas penser que la politique est facile. La politique est compliquée parce que c'est un processus par lequel vous devez convaincre les gens et que l'effort de conviction, surtout que quand vous n'avez pas les moyens de contrainte sur les personnes, ne marche pas. Et que, en vérité, nous avons lutté pour la démocratie, c'est-à-dire pour le droit pour les gens de n'être pas d'accord. Donc, le fait que ces personnes-là, à un moment donné, ne soient pas d'accord, n'en font pas nos ennemis. Hein. Oui, mais voilà, tout cela arrive presque au même moment, à la veille des élections. On parle de façon visible de cette tentative, entre guillemets, de coalition, presque au même moment, à l'approche des élections, et ça donne l'impression que ces gens n'étaient pas préparés. Non, c'est une erreur de penser de cette manière-là. Oui. Parce que je viens de vous dire que depuis 2020, nous sommes en train de travailler sur cette affaire. Et que je crois que, je vous ai aussi dit d'entrée de jeu, que je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique, c'est un spectacle de comédien où toutes les choses que vous faites, vous devez aller à la télévision dire que vous l'avez faites. Depuis 2020, nous travaillons sur la transition politique. Depuis 2020, nous essayons de peaufiner une stratégie. Et cette stratégie-là, vous n'allez pas la sortir 5 ans avant les élections. Donc, je crois que se fait un mauvais procès. Est-ce que vous pensez qu'elle est maintenant sortie, cette stratégie-là? Oui, oui. Parce qu'il y a toujours ces gens. Il y a l'ATP de son côté qui est en train d'annoncer des élections primaires digitales. Jusqu'à présent, on ne sait pas quand elles auront finalement lieu. Il y a l'ATR qui dit que son candidat, c'est M. Akeremouna, par exemple. l'UPR. L'UPR, voilà. Il y a l'APC qui semble également avoir son... Tout ça arrive au même moment dans la tête de l'électeur. Il se dit, finalement, ils vont nous produire quoi? Pourquoi n'avoir pas travaillé suffisamment dans l'ombre et le moment venu, sortir avec une seule option? D'où, justement, le groupe de Douala. Oui. Le groupe de Douala, maintenant, vient non plus comme une alliance supplémentaire, mais comme un groupe de négociateurs qui vont rencontrer chacune de ces alliances-là pour chercher les points, les atomes crochus, les points d'ancrage. Et Dieu merci, depuis que l'on a commencé, on a rencontré toutes, je dis bien toutes les alliances et toutes les personnalités qui ont déclaré leur intention d'aller à la présidentielle. D'ailleurs, je sors de la dernière réunion avec un chef de parti. J'en ai rencontré un autre hier à Douala. Mes compagnons dans le groupe de Douala en ont rencontré d'autres. Et nous pensons que les choses sont en train de se passer très, très, très bien. C'est-à-dire, il faut que les Camerounais acceptent que chaque fois qu'il y a divergence, ça ne veut pas dire qu'il y a guerre. Nous ne pouvons pas avoir lutté contre le parti unique pour en même temps imposer la pensée unique. Hein. Les gens vont avoir des sensibilités différentes et ont le droit d'avoir des objectifs et même des stratégies absolument différentes. Et nous devons apprendre à les respecter, mais tout en restant ferme sur certains points. Et comme je dis, le point essentiel, c'est que nous visions depuis 2020, c'est de faire de l'élection de 2025 un référendum. C'est-à-dire qu'un référendum, est-ce que, peuple camerounais, vous êtes satisfait des 43 ans de M. Biya et de son régime RDPC? Ou est-ce que vous voulez voir autre chose? Mais pour que ce soit un référendum, il faut qu'on le mette en face, une offre. Et cette offre-là que nous mettons en face, c'est une offre de refondation du Cameroun à travers une période de transition, 3-4 ans,
qui va commencer par des assises nationales où le peuple va venir dire ce que lui veut faire. Voilà l'offre que l'on fait. Voilà. Est-ce que ce n'est pas déjà initialement une opération difficile, ces tentatives de rassemblement, quand vous avez des partis politiques qui ont difficilement des idéologies connues? Parce qu'il faut bien qu'une bonne sauce soit faite sur la base des idéologies. On ne connaît pas beaucoup les idéologies de ces partis politiques-là. Est-ce que ça ne complique pas votre travail? Pas véritablement, parce que précisément dans cette phase de la lutte, le message que nous passons aux chefs de partis politiques, c'est que votre idéologie ne nous intéresse pas pour le moment. Vous allez la faire valoir à la fin de la période de transition. Pendant la période de transition, on construit la fondation. C'est comme on fait le stade sur lequel tout le monde va jouer. On s'assure que c'est un stade qui est plat, que les trucs sont bien tracés, que les règles du jeu sont bien connues de tous, et que chacun a eu l'opportunité, 3 ans, de pouvoir se présenter devant la population, construire son organisation sans que le sous-préfet du coin ou le préfet ou le gouverneur s'y oppose. Et voilà, au bout de tout cela, on va à des élections présidentielles à 2 tours. Tous ceux qui ont des ambitions d'être président, et c'est absolument leur droit, n'ont qu'à se présenter devant les électeurs, et les 2 premiers vont au 2e tour en faisant donc des alliances. Donc vous voyez, ça c'est votre vision. Ça c'est la vision. Sauf que l'élection qui arrive là, c'est une élection présidentielle à 1 tour. Exactement, c'est pour ça que nous ne pouvons pas espérer la gagner sans une coalition maintenant. Parce qu'en cas d'élection à 2 tours, vous n'avez pas besoin de faire de coalition avant le premier tour. Mais là, la situation, cette élection à 1 tour, dans un contexte extrêmement difficile, nous oblige. Et le peuple camerounais nous le demande. Et les chiffres électoraux des années antérieures montrent que l'abstention est le vainqueur de toutes les élections. Depuis 2011, en fait. Les chiffres du vainqueur supposé sont inférieurs à l'abstention. Je me souviens plus clairement des chiffres de 2018 où M. Biya a eu 2,5 millions. Voilà, sur les 3 millions de votants. Non, et il y a eu 3 millions d'abstention. Oui, il y a eu 3 millions de votants et puis 3 millions d'abstentions aussi. Exactement. Oui. Donc vous imaginez, donc on est parti de 97 à un taux d'abstention de 19%, à pratiquement 47% en 2018, montrant ainsi une sorte de désaffection de la population pour ce mode d'élection, mais surtout par le fait que les partis qui disent vouloir le changement y allant en rang dispersé découragent complètement l'électeur et augmentent son apathie. Pourtant, même dans ces partis politiques-là, il y en a qui disent que le discours de coalition presque obligatoire est un discours du parti d'en face pour mieux diviser l'opposition et donner l'impression aux électeurs que ce n'est que la seule voie, qu'ils peuvent aller à cette élection-là et la gagner même sans coalition. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis de ceux qui ont lutté, et j'ai connu la prison, j'ai connu l'exil, pour que chaque Camerounais ait le droit de penser ce qu'il veut. La chose qui est certaine, c'est que il y a 300 partis politiques au Cameroun, et chacun de ces partis politiques peut avoir l'idée qu'elle veut. La chose qui est certaine, c'est que après 30 ans d'échecs successifs, ceux qui ne peuvent pas tirer les leçons du passé vont continuer d'échouer. Mais encore que je ne dis même pas ici que quelqu'un qui va à l'élection avec l'intention de ne pas être président a nécessairement échoué. Il y a des gens qui vont à l'élection parce qu'ils veulent se faire connaître pour pouvoir préparer les municipales, élections locales. Voilà, les élections locales. Et c'est une stratégie tout à fait légitime. Mais elle ne m'inquiète pas et nous ne amène même pas à changer notre tactique parce que les chiffres électoraux montrent que les 3 premiers candidats de toutes les élections depuis 1992 raflent 90% des voix. Donc, si on veut être vainqueur, on ne va pas aller se laisser distraire par ceux qui vont à l'élection pour avoir 0,5%. Alors, le groupe de Douala, N'Djokam Djameni n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Non, pas du tout. Pas du tout. Le groupe de Douala est Anissé Kane n'est pas candidat. Oui. Banda, comme on l'appelle, Sambaka n'est pas candidat. Et moi non plus. Et vous, votre rôle, donc, c'est quoi? Vous voulez être les faiseurs de roi ou quoi? Non, nous voulons être
les faiseurs d'unité. Nous rencontrons les gens et nous partageons avec eux la longue expérience de lutte que nous avons. Parce que nous pouvons leur donner les dates, leur donner les faits, leur donner les chiffres, leur donner tout pour montrer qu'il y a une approche, il y a des approches qui sont suicidaires, dont les résultats sont connus d'avance. Et nous essayons de les convaincre de la nécessité de s'entendre d'abord. Parce qu'il y a eu des tentatives de coalition avant qui ont échoué. Et nous les avons analysées scientifiquement et nous sommes arrivés à la conclusion qu'elles échouaient parce qu'on mettait généralement la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, chaque fois qu'on se retrouvait, c'était pour trouver un candidat. Donc, et la notion c'était, oui, il faut qu'on cherche quelqu'un et que tout le monde se mette derrière. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, le changement de paradigme qui a commencé avec le C3 et qui est la chose que le groupe de Douala a pris véritablement en main aujourd'hui, c'est de dire, changeons de paradigme. Personne ne se met derrière personne. Nous nous mettons tous autour d'un programme minimum commun de refondation du Cameroun. On s'accorde d'abord là-dessus, que si nous gagnons, voilà les réformes fondamentales que nous allons faire. Alors, là, ce moment-là, si tout le monde est d'accord, vous voyez, ça n'a plus d'importance en réalité qui d'entre nous gagne. Bon, mais on passera à la deuxième phase, celle de dire, mais si on y va tous avec le même programme, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il faut qu'on cherche une personne qui porte ce programme-là. Et donc, voilà ce qui change aujourd'hui. Et nous ne voulons même pas. Vous me demandiez tantôt si la convocation du corps électoral change quoi que ce soit dans votre stratégie, dans votre approche. Pas du tout. C'est-à-dire que, parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où, par exemple, nous avons choisi un candidat qui va être recalé. D'une part. D'autre part, parce qu'il y a des candidats, il y a beaucoup de candidats à la candidature. Oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes quant à leur capacité à véritablement passer le niveau du Conseil électoral et certainement celui du Conseil constitutionnel. Bon, donc c'est mieux que le débat sur la candidature consensuelle se passe et se joue à la fin du processus. Ça nous évite également aussi un piège. Le piège étant que aujourd'hui, on sait ceux des candidats qui ont quelques difficultés potentielles. Mais nous savons aussi que ce régime a plus d'un tour dans son sac et que nous pouvons choisir quelqu'un qui remplit tout et à la dernière minute, il sort un pouls sur son crâne chauve. Bon, donc, maintenant, ils ne sauront pas qui sera notre candidat. Mais une fois que le Conseil constitutionnel aura fait le shortlist, on choisira quelqu'un et il sera très très difficile pour les gens de faire quoi que ce soit. En attendant, ce que l'on va faire, c'est la campagne autour du programme minimum de refondation du Cameroun. Voilà. C'est ce qu'on demandera. On demandera au peuple camerounais de voter pour ça. Et quelle que soit la personne que l'on vous donne, même si c'est un âne, votez pour lui. Ah bon? Parce qu'il s'en va là-bas, pas pour réfléchir. Il s'en va pour mettre en œuvre le programme que vous lui avez demandé de mettre en œuvre. Est-ce que c'est un message qui va passer lorsque nous regardons un peu ceux qui sont considérés comme les candidats, les tenors de l'opposition engagée à cette course, qui ont quand même des égos surdimensionnés? On les a vus une ou deux fois à l'œuvre. Est-ce que ça va prospérer, votre affaire-là? Bon, je vais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que si on n'essaye pas de les mettre ensemble, alors on est sûr qu'ils auront un rang dispersé. Bon, donc, c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré, voilà. Bon, mais donc, il faut essayer. C'est-à-dire que si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas avoir un résultat positif. Donc, il faut essayer. Mais la deuxième chose que je dirais ici, c'est que l'acteur principal et celui vers lequel nous faisons un appel le plus grand, c'est le peuple camerounais lui-même. Parce que c'est lui qui vote. Ce n'est pas ces petits chefs de parti avec leurs égos et je dois reconnaître, je suis un chef de parti moi-même, j'ai été pendant un bout de temps, j'ai un temps refusé de me faire reconduire à la tête de mon parti, mais je constate que beaucoup de mes collègues, et ça je le dis avec la plus grande sincérité, sont caractérisés par une forme de schizophrénie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours
une aptitude à comprendre la réalité et avoir une évaluation concrète de leurs forces. Mais cela est dû au fait que beaucoup de partis politiques sont créés comme des églises de réveil, où il y a un président charismatique, autour duquel se baladent des gens qui lui chantent des louanges tous les jours. Et tous ces gens-là, eux-mêmes, ne parlent qu'entre eux et diabolisent tous les autres. Bon, donc, de ce fait, ils vivent comme cette grenouille-là qui est au fond d'un puits et qui pense que le ciel n'est pas plus grand que la margelle du puits. Bon, donc, il y a cette tendance-là qui existe, c'est vrai. Qui peut faire changer ça? Et là encore, et c'est là que des gens expérimentés comme nous c'est l'apport que nous pouvons apporter. Je rappelle aux gens que ça n'a pas été facile en 1991 de garder les partis unis de janvier 91 jusqu'à septembre. Ça n'a pas été facile de garder l'AC CNS uni de septembre 91 jusqu'en octobre 92. Ce n'était pas facile. Qu'est-ce qu'on a fait utiliser? La pression populaire. C'est-à-dire que, parce que nous avions vendu un programme à la population, c'est la population maintenant qui réclamait des leaders politiques une forme de comportement. Et je demande donc à la nouvelle génération de Camerounais de tirer donc les leçons de ce passé-là et de prendre leurs responsabilités plutôt que de se morfondre dans l'abstention, de devenir plus actifs et d'écrire aux chefs de partis politiques, de leur dire, vous savez quoi? Bon, déjà, je ne suis même pas membre de votre histoire là, parce qu'il n'y a que 8% des Camerounais qui ont une carte dans un parti politique. Mais il y a quand même des partis qui ont des sympathisants et tout ça. Et je demande à ces sympathisants de prendre leurs responsabilités et d'écrire, et membres et sympathisants, et d'écrire à leur chef de parti, voilà, pour leur dire, écoutez, nous sommes dans une période historique, à un moment crucial, il y a une chance que l'on gagne, et si vous ne nous suivez pas, on va vous abandonner. D'accord. Allez, on franchit la première demi-heure de notre programme. Jokam Tchameni, je suis fan de toi. C'est Raymond depuis Mimboman Chapelle qui vous envoie ce message. Bon après-midi. Salut les politiciens. Il n'y a pas de commentaire particulier là-dessus. Est-ce qu'on va retrouver d'autres messages concernant notre invité Jokam Tchameni? Voilà, on les a. Bonsoir. Oh là là, c'est un peu long, on va prendre l'essentiel. On veut des élections transparentes en 2025 dans la Chambre de l'ECAM. Il faut certains pour surveiller les résultats qui sont un évêque. Il propose à un pasteur, quelconque, un imam, un membre du R, un membre de l'opposition, une personne venant de nulle part, que l'ECAM leur donne le travail de surveiller ces résultats-là. C'est une approche dans la gestion des élections. Bonsoir Jean-Jacques, j'ai quelques questions pour le président. Quel mécanisme prévoyez-vous pour garantir une répartition équitable des rôles et des responsabilités au sein de la coalition? Comment allez-vous financer la campagne? Les partis membres contribueront-ils équitablement? Comment comptez-vous aborder les tensions régionales anglophones, francophones dans votre discours de coalition? Bertrand Bama qui avait une série de questions. On va peut-être s'inspirer de ces questions-là. Quel mécanisme prévoyez-vous pour garantir une répartition équitable des rôles et des responsabilités au sein de la coalition? Est-ce que ce genre de questions se posent dans votre approche aujourd'hui au sein du groupe de Douala? Oui, avant de revenir à votre question, je veux adresser la préoccupation sur la surveillance des élections. Oui. Pour vous dire qu'une des nouveautés cette année, c'est la mise en place d'un logiciel de décompte parallèle des voix qui sera... c'est un logiciel en réalité qui existe depuis longtemps, que j'ai expérimenté au Burkina Faso à l'élection présidentielle de 2015 et qu'en 2018, j'avais présenté au chef de parti politique qui était candidat. Mais malheureusement, à l'époque, ils n'avaient pas compris ce que ce logiciel pouvait faire pour eux. Et je crois également qu'à la réflexion, j'avais adopté la mauvaise approche. Ce n'était pas les partis politiques qu'il fallait voir pour ça. Il fallait plutôt travailler avec des associations de la société civile. Et donc, nous sommes dans le cadre du ROC, donc le réseau des organisations de la société civile, en train de mettre en place donc, cette application qui permettra
de mobiliser des volontaires dans l'ensemble du pays et qui pourront donc télécharger l'application, entrer les résultats au niveau du bureau de vote et prendre la photo soit du PV ou s'ils rencontrent quelques difficultés à prendre des photos du PV parce que je sais que dans les coins reculés, parfois, il y a quelques difficultés dans ce sens. Oui. Alors, ils prendront la photo du tableau. Parce que ça, par contre, la loi exige que le décompte soit fait sur le tableau. Sur le tableau. Alors, donc, ils prendront cela. Public. Oui, que ce soit public. Donc, ils prendront cela. L'essentiel est qu'on ait une sorte de preuve pour montrer que le résultat... Mais le plus difficile, c'est d'avoir quelqu'un, au moins un représentant. Non, ce n'est pas le plus difficile. Non, ce n'est pas le plus difficile. Contrairement à ce que les gens pensent, les Camerounais sont fatigués. Et c'est qu'il faut leur donner un mécanisme qui soit simple. Voilà, donc il ne faut pas chercher à déplacer les gens de Douala pour aller à Bomban pour travailler. Il faut les trouver là, sur place. Et tout le monde est sur WhatsApp, quel que soit le coin, tout le monde est sur Facebook. Il n'y a pas le réseau partout. Oui, mais nous avons pensé à ça. Je ne veux peut-être pas entrer dans tout le détail là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que cette fois, nous avons ce mécanisme-là qui existe, qui permettra 2 heures, 3 heures après d'avoir les résultats. Bon, maintenant, ce n'est pas nous qui allons déclarer les résultats, c'est la Cour constitutionnelle qui le fait, donc c'est clair. Mais on aura au moins des éléments. Au cas où il y a un problème. Voilà, exactement. D'accord. On aura ça. Donc voilà, c'est un élément que nous donnons à la population encore pour leur dire, cette fois, ne vous abstenez pas, pardon. On a quand même mis en place un ensemble de choses qui nous permettront, si vous êtes sortis massivement, vous avez voté pour un candidat, que ce soit ce candidat-là qui le font. Et je veux le dire ici en toute sincérité. J'ai vécu en Afrique de l'Ouest pendant longtemps, j'ai vu des pays en guerre. Je n'ai pas envie que notre pays, qu'on entre là-dedans. Et les élections sont toujours un moment extrêmement difficile. Je veux assurer tout le monde ici que si jamais on perdait, après avoir donné le meilleur de nous-mêmes, je serais le premier à sortir pour dire, écoutez, vraiment, on a perdu, réorganisons-nous mieux pour les prochaines élections. Parce que, après tout, ceux qui sont de l'autre côté, c'est des Camerounais comme nous. Et je profite pour dire ceci, que si jamais c'est nous qui gagnons, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on va marcher en route là, commencer à chercher les gens pour les tuer avec la machette. Je ne crois pas en ce genre de choses-là. Parce qu'une refondation ne peut pas se faire en excluant une partie de la population. Alors, sur la répartition des rôles, est-ce que la question ne va pas se poser? Voilà. Vous allez rassembler tous ces leaders-là, finalement. Non, vous imaginez bien que parmi les chefs de partis politiques, c'est une question qui est lancinante et qui est définitivement soulevée. Bon, moi, je ne suis pas chef de parti politique. Donc, je ne serais pas appelé à entrer dans ce genre de tripatouillage, de power sharing. Vous travaillez pour rien? Vous ne vous dites pas que si jamais, au bout de notre approche, si l'opposition gagne, peut-être que je vais être le Premier ministre, puisque j'ai parlé de la refondation. Non. Écoutez, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être président de la République ou Premier ministre pour affecter et participer sérieusement au développement de son pays. Si jamais il m'est donné de servir le pays à un niveau ou à un autre, je le ferai avec joie. Mais je dis que, écoutez, toute ma vie... Jokam Tchameni, Anissé, Kane, Sambaka et les autres, vous voulez dire quoi? C'est juste le sacerdoce? Oui, il faut savoir qu'il existe des gens qui sont prêts à une sorte de leadership sacrificiel. Par leadership sacrificiel, j'entends la compréhension que si le pays change en bien, je veux trouver mon compte là-dedans. Même ne serait-ce que parce que mes affaires vont mieux marcher, parce que mes enfants vont mieux vivre, parce que mes parents vont me demander un peu moins d'argent parce que la sécurité sociale va fonctionner, parce que mes cousins ne vont pas me harceler constamment parce qu'il y aura une assurance médicale universelle, etc., etc. Je veux dire que le mieux-être n'est pas nécessairement un mieux-être personnel. Et c'est précisément ça, ce genre de politiciens dont il faudrait que ce pays-là se débarrasse. Ceux qui vont en politique pour arranger leur situation personnelle. Moi, je crois que si quelqu'un veut s'enrichir, il ne doit pas aller en politique. S'il va en politique, s'il veut s'enrichir, il n'a qu'à faire les affaires. Vous trouvez donc le bon candidat s'il gagne cette élection, Jokam Tchameni
retourne à ses affaires. Mission accomplie, c'est Oui, ça? oui, moi je serais absolument content d'avoir contribué à faire que le Cameroun soit un pays plus démocratique, un pays prospère, dans lequel il y a un sentiment de fierté, d'unité nationale, un pays qui gagne sa place dans la constellation des nations. Je serais content de pouvoir me coucher dans mon cercueil avec le sourire que j'ai fait ma Donc part. toute une vie de combattant de Cap Djameni pour vous contenter d'un sourire, toute une vie. C'est la vie. Vous ne voulez pas jouer? Il y en a qui Quand on sont... prononce votre nom, on s'attend à ce que vous soyez tête de proue, que vous soyez candidat, parce que vous avez quand même une cinquantaine d'années de combat. Oumyobé a donné sa vie. Il n'a rien vu, il n'a jamais été maire, ni député. Wandji, Moumié, Wougli Massaga, Mkoko Priso. Enfin, il y en a plein qui sont morts dans ce combat sans avoir jamais été quoi que ce soit. Mais Dieu merci, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ça nous permet aujourd'hui d'obtenir l'indépendance, d'obtenir un peu même la petite démocratie, etc., etc. Et si je peux être parmi ceux qui font pousser un peu, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est suffisamment satisfaisant. Moi, d'un point de vue personnel, moi, j'ai réussi ma vie. Moi, je n'attends rien du tout. J'ai réussi ma vie, j'ai des affaires au Burkina, en Afrique du Sud, j'ai besoin de rien du tout. Vous voulez juste être l'homme de la passe décisive Je voudrais être quelqu'un qui a contribué à améliorer le sort non seulement du Cameroun mais de l'Afrique. Voilà. Donc si je peux le faire, c'est tant mieux. S'il y a d'autres tâches qui m'attendent, je le ferai. Mais je serai absolument satisfait d'avoir contribué positivement au développement de mon pays. Alors, dans ces démarches-là, vous avez consulté Issa Chiroma Bakary, par exemple. Oui. Vous l'accueillez les bras ouverts, le cœur heureux dans l'opposition? J'accueillerai avec les bras ouverts, le cœur heureux, M. Ngongo Sidi aujourd'hui, qui se désolidarise de M. Biya et qui va travailler avec nous pour que le régime... Vous n'interrogez pas la sincérité de non, ce sont des ces néo-opposants? C'est une interrogation qui en politique ne fait pas beaucoup de sens. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Pendant 43 ans, on a un régime. D'abord qui... parce qu'on dit 43 ans, mais en réalité, c'est plus que ça. C'est 43 oui. plus 25, d'Aïdjo. Qui a une longue période de parti unique. Qui formate l'esprit des gens dans l'esprit de parti unique et dans lequel des gens transhument, c'est-à-dire qu'ils partent de l'opposition, machin, ils sont opposants, ensuite ils entrent au pouvoir, ensuite ils deviennent opposants. Ils ne sont pas seuls. Monsieur Kamto, il était dans l'Union pour le changement, ensuite il est entré au gouvernement, ensuite il est sorti. Bon, donc, je veux dire, s'il faut rejeter tout le monde, s'il faut rejeter les gens, alors vous allez rejeter 90% vous les accueillez, Bello Baoui, Satiroma Bakary, comme de véritables opposants? Le mot aujourd'hui n'est pas de savoir si on est opposant ou pas. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir si les gens veulent mettre fin au régime RDPC. Voilà. Donc c'est la phase de lutte dans laquelle on est. Vous savez, vous prenez tous ceux qui déclarent vouloir mettre fin, simplement. Monsieur Jean-Jacques, vous savez, il y a au Cameroun, comme dans la plupart des pays, essentiellement 3 familles politiques. La famille politique du statu quo. C'est ceux qui estiment que le système ne doit pas changer et que les hommes à la tête du système ne doivent pas changer non plus. Ils estiment que tout est bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a rien du tout à changer. Bon, donc ça, c'est les hardcore biaïstes et RDPcistes et la nébuleuse d'individus et partis qui tournent autour du parti État. Bon, il y en a d'autres qui sont la deuxième famille très très cousine de la première, qui est la famille de l'alternance. C'est ceux qui disent que le système, bon, il n'est pas si mauvais que ça, il y a des petites choses à changer ici et là, mais la chose importante, c'est de changer les gens au-dessus. C'est de changer les hommes et les femmes qui sont à la tête du système. Parce que le mot alternance en français a une signification. Et je demande aux gens de faire très attention quand les gens viennent leur dire « nous sommes pour l'alternance ». Ils sont en train de vous dire qu'ils sont pour le changement de la personne à la tête d'un système qui lui restera fondamentalement inchangé. Et maintenant, il y a la troisième famille politique.
Bon, et d'ailleurs, dans cette famille-là, vous retrouvez beaucoup les anciens ministres, les anciens ceci et les anciens cela. Et maintenant, la troisième famille, c'est la famille de l'alternative. C'est ceux qui estiment que non seulement les gens à la tête du système doivent sauter, mais que le système lui-même doit être complètement remis à plat. Aujourd'hui, historiquement, la famille de l'alternance est toujours très très proche de la famille du statu quo. Ce sont des amis, en fait, c'est des cousins. Bon, mais à l'heure actuelle, nous nous réjouissons du fait que la famille de l'alternance ne s'entend pas avec la famille du statu quo. Et nous, de la famille de l'alternative, on leur dit, bon, venez ensemble, on se débarrasse du statu quo et on essaie de voir, de rabattre les cartes. Mais nous sommes absolument conscients de nos différences idéologiques, absolument conscients du passé des personnes avec qui on joue. Mais je veux prendre un cas dans l'histoire, si vous vous souvenez un peu, en l'histoire de Chine, puisque la Chine aujourd'hui est une grande puissance, je prends un exemple là-bas. Mao et Chiang Kai-shek, dans les années 40, luttaient farouchement. Il y avait une guerre civile en Chine qui opposait donc le Parti communiste chinois au Parti nationaliste ou capitaliste de Chiang Kai-shek. Et le Japon a envahi la Chine. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis ensemble pour chasser les Japonais. Et quand les Japonais ont été vaincus et chassés de la Chine, ils ont recommencé la bagarre jusqu'à ce que... D'accord, mais il y a quand même une question de timing. Ils quittent le gouvernement à quelques semaines de la convocation du corps électoral. Ça n'a pas d'importance. En réalité, je veux vous dire que j'ai démarché l'UNDP pour qu'il quitte depuis. Et je suis extrêmement content qu'il soit quitté et qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de démarcher beaucoup de gens dans le RDPC pour qu'ils démissionnent. Il faut savoir aller réduire, de la même manière que le pouvoir vient dans l'opposition pour recruter, nous aussi on essaie de recruter des gens de leur côté, en leur tenant un langage d'abord qui rassure, que, écoutez, on peut comprendre que vous entrez dans le RDPC pour avancer votre carrière, c'est normal, mais vous n'êtes pas comptable de ces décisions parce que beaucoup de gens dans le RDPC, pas tout le RDPC, tous les RDPcistes, le petit gars qui est la sous-section du RDPC quelque part là dans son coin, c'est pas lui qui prend les décisions à Yaoundé. Bon, donc, on ne va pas... Et cela, est-ce qu'ils entrent dans votre logique de la recherche du candidat? Vous avez quand même échangé avec eux. Non. Est-ce que vous voyez Issa Tiroma qui a déclaré être candidat ou Belou Maïgari qui a déclaré être candidat, être dans une coalition où ils ne sont pas des candidats? Nous ne focalisons pas trop sur le candidat, focalisons sur le programme et sur les électeurs. Parce que ce n'est pas les partis politiques c'est pas les chefs de partis politiques qui votent. C'est les Camerounais qui votent. Et cette année, il y a environ 8 millions d'inscrits sur les listes. Nous focalisons sur présenter une offre qui va mobiliser. Et ce qui m'intéresse, ce n'est même pas, je n'ai pas peur des électeurs du RDPC. Ils sont environ 2 millions à 3 millions, et pas plus. Hein. Et même s'ils gardent leurs électeurs là, notre stratégie, c'est d'amener les abstentionnistes là, à sortir et à voter. C'est ça la vraie stratégie. Et le RDPC n'a aucun moyen de les amener à sortir. Mais ils auront besoin, les abstentionnistes, de pas seulement un projet, mais de quelqu'un d'assez représentatif pour conduire ce projet-là. Est-ce que vous commencez à avoir des profils qui se dessinent? Non, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que l'élection présidentielle, c'est quand même le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Oui, c'est ça. Là, c'est dans un pays normal qui a une fondation normale. Nous, on est dans la merde ici et je ne pense pas que ce truc-là s'applique. Vous n'allez pas trouver ici un homme qui va faire un consensus général sur l'ensemble de la nation. Pas maintenant. Et c'est ça justement le piège des chefs de partis politiques parce que chacun croit qu'il est fort. Alors qu'en réalité, ils sont tous extrêmement faibles en termes relatifs par rapport au parti-État. Donc, vous n'allez pas trouver une personne qui va faire l'unanimité. C'est pour ça que ça échoue. Chaque fois qu'on va dans cette logique-là, on va échouer. C'est-à-dire que si vous voulez chercher quelqu'un que tout le monde va aimer et adorer, ça ne va pas marcher. Mais si vous présentez un programme et que vous dites, voici le programme, et que la population s'approprie de ce programme, alors, comme l'évêque de Yagoua dit, même s'il c'est le diable, ça va aller. Vous imaginez dans cette démarche-là que vous avez
Maurice Kamto qui fait foule, Cabral Libi qui fait foule, et puis vous présentez quelqu'un d'autre parce qu'il aurait un bon programme. Est-ce que ça passe dans le quotidien de la pratique politique dans notre pays? Non. Pourquoi vous excluez ces deux-là de la démarche unitaire? Ils vous ont dit qu'ils... Non, je prends un exemple. Nous, on les a rencontrés. Oui. Moi, Cabral Libi est signataire du manifeste de l'ATR. Hein. Donc, Cabral Libi a dit, il est parmi les premiers, à dire qu'il est pour la transition, il est pour la refondation du Cameroun. J'ai sa signature. Il ne peut pas revenir dessus. Sinon, politiquement, il est mort. On a sa signature. Dans les démarches actuelles... Maurice Kamto a signé? Non, Maurice Kamto, il n'a pas dit qu'il est pour la transition, mais il a dit qu'il est pour une dynamique unitaire. Akere Mouna a dit qu'il est pour la transition, il le dit. Donc, je veux dire que il y a bon espoir qu'on va trouver une entente sur la période de transition. Ça, au moins, c'est clair. On y est même déjà, en fait. Maintenant, cette question de qui va être le candidat, c'est-à-dire que si j'ai comment on appelle ça, pli, une demande ou une faveur ou une prière à l'endroit des médias, c'est partons, ne soulevez pas ce problème-là de façon négative comme ça, de qui est candidat, parce que le candidat, la campagne électorale, c'est 15 jours. Oui. Si en temps on fait suffisamment de campagnes pour mobiliser le peuple autour du programme, alors même au 15e jour avant, on peut leur donner le candidat consensuel. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis que si on soulève plus tôt et que l'on crée de la suspicion et qu'on entretient ce débat, ça va nous empêcher, nous, le groupe de Douala, d'arriver à notre fin. On a commencé quelque chose, on le fait de toute bonne foi. Nous ne sommes pas candidats, nous voulons aider les candidats à prendre conscience. Nous les respectons tous, mais nous leur disons ce qui est réel. C'est que individuellement, vous ne pouvez pas. Cette histoire de quelqu'un fait foule, ça, c'est négligeable. C'est absolument négligeable. Je veux vous dire, parce que vous savez, moi, je suis dans la politique depuis longtemps. Quand nous, on faisait foule, là, c'était 200 000 personnes. N'est-ce pas? Donc, si quelqu'un sort 2000 personnes, il dit qu'il fait foule, ou 5000 personnes, et ils s'en contentent, bon, moi, ça ne m'impressionne pas, ça. Et je veux vous dire que même en termes de foule, moi, j'ai vu la foule que Tirouma a sortie dans le nord, là-bas. Ça n'a rien à voir avec le petit nombre de gens qui étaient à Douala au retour de M. Maurice Kamto. Donc, je veux dire que foule et foule, là, c'est pas ça. On ne peut pas s'appuyer sur des choses comme celle-là. Uniquement, je veux dire. Ça a l'importance et je respecte les acteurs politiques que je viens de citer. Tous, je les respecte tous. Mais je dis ceci, c'est que dans le processus, justement, d'amener les gens ensemble, on doit apprendre aux uns et aux autres de pouvoir voir les qualités des uns et des autres correctement. Quand vous parlez d'un monsieur comme M. Belot, vous êtes en train de parler de quelqu'un qui a été secrétaire général adjoint à la présidence, qui a été ministre d'État de l'économie et du plan, ensuite Premier ministre, et par la suite, après une traversée du désert, ministre d'État pendant pratiquement 28 ans, je crois. Bon, donc, et il a 7 députés, il a 500 conseillers municipaux, 500 élus au moins, 560 quelque chose d'élus. Il gère une région sur les 10 qu'il y a. Donc vous voyez que ça ne se compare pas avec quelqu'un qui a 5 députés et 3 mairies. En termes de poids, quoi, je veux dire. Ouais, mais ça ne veut pas dire que l'autre est négligeable. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un appel simplement à dire si vous voulez regrouper les forces, cherchez les forces. Ne vous contentez pas que tel est sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de bruit, etc. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Bonsoir à vous. Merci pour cet échange. Mais s'il vous plaît, Monsieur Zé, arrêtez de demander aux gens s'ils travaillent pour leur ventre. Bon, on n'a pas parlé de ventre. Non, on voulait savoir s'ils travaillent pour rien. Si c'est les bons samaritains dans la politique. Ne nous empêchez pas également de poser ce genre de questions. Par contre, comment les rôles seront organisés entre les candidats coalisés, surtout avec les partiels
qui viendront en mai, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, Éric Baïa, qui revient sur la question de répartition des rôles. Monsieur Zé posé la question à l'invité s'il a réussi sa vie ou alors il a réussi dans la vie, ou alors les deux vont de pair. Monsieur Sa Majesté Oona Auguste depuis Kribi, qui vous suit attentivement, il a vous entendu dire que vous avez réussi votre vie, si c'est votre vie ou bien vous avez réussi la vie. Bonsoir Monsieur Zé, les adultes, le groupe de Douala, tous ces vieux politiciens, qu'ils apprennent à faire confiance à la jeunesse. Monsieur Djekam devrait accepter l'échec des vieux politiciens. Il fait partie de la génération qui est comptable du mal-être des Camerounais, génération des sapeurs-pompiers pyromanes. De grâce, dérouler le tapis rouge à la jeunesse. Le palais présidentiel n'est pas une maison de repos pour grabataire Étienne depuis Douala. Est-ce qu'ils ont compris exactement de quoi vous parlez? Aujourd'hui, le président Paul Biya a convoqué le corps électoral. Le compte à rebours est lancé. Ce moment n'est pas seulement une échéance politique, c'est une opportunité historique. Vous êtes la majorité, vous êtes l'avenir, mais aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes aussi le présent. Refusez l'indifférence, rejetez le fatalisme, analysez, questionnez, débattez et surtout faites entendre votre voix dans les urnes, que l'opposition propose des idées solides, que le débat soit ouvert et sincère, mais vous faites le bon choix, celui de l'espoir, du progrès et de la dignité. François Valère Otiam, depuis Sambelima, qui en a profité pour lancer un message de la mobilisation. Bonsoir au panel. Je pense que l'abstention aux élections dans notre pays n'est pas seulement due au désintéressement des Camerounais à la chose politique. Il y a aussi que certains Camerounais, lorsqu'ils se trouvent loin de leur bureau de vote à la suite d'un voyage, par exemple, se trouvent en impossibilité de voter où ils se trouvent au moment du vote. Nous pensons qu'il y a lieu de résoudre ce problème pour que les Camerounais puissent voter partout où ils se trouvent. C'est Amadou Justin qui fait cette proposition. J'espère que ceux qui gèrent les élections ont écouté. Bonsoir le studio. Le père, tu connais vraiment ce qu'il faut. Lorsque leurs enfants finissent l'école et trouvent le travail, pour eux, le pays va bien. Ils ont versé les sous-traitances pour dire qu'ils ont donné tel nombre d'emplois aux pauvres. Vous êtes un président de la transition. Je suis à 100% avec vous. La transition, ici, salut la transition, il n'a pas signé son message, mais on a retenu tout à fait l'essentiel de cette sortie. Avant de prendre tout à l'heure, Nadège Yougen, les questions des internautes, je lis un dernier message. Bonsoir, ma contribution est simple, elle porte sur un constat clair qui est qu'en écoutant M. Djekam Tchameni, on se rend compte qu'il se contredit. Comment peut-il dire que sauf une coalition emportera sur le candidat sortant en vilipendant l'opposition et même en même temps, il dit que c'est le peuple qui est responsable du changement et non les partis politiques. Si on utilise le postulat, c'est le peuple qui est responsable du changement, cela voudrait dire que la propagande d'une coalition n'est que distraction car le peuple pourra identifier son candidat et lui remettre sa souveraineté à travers les suffrages. Monsieur Djekam, s'il vous plaît, laissez les Camerounais tranquilles. Ils savent qui voter. Il est clair que vous êtes un pion du régime. Jikensi Emmanuel depuis Douala, qui considère que vous êtes un pion du régime. Bonsoir. Il est encore temps aux partis d'opposition de s'entendre afin de présenter un candidat unique d'opposition pour enfin évincer l'équipe éternelle. Toumba depuis Figuil. On vous salue là-bas du côté de Figuil et heureux de savoir que vous suivez ce programme. Bonsoir Jean-Jacques. Dites à ce politicien qui stigmatise l'église de réveil alors que nous ne les voterons pas. Ils font la politique pour leur ventre, M. Etoundi, peut-être parce que vous avez pris l'exemple justement de ceux qui sont dans le parti politique comme s'ils étaient à l'église. Et je trouve que c'est stigmatiser les églises de réveil. Bon, il y a tellement de points, je vais prendre deux ou trois points rapidement. Le premier point, je vais évacuer rapidement la notion de... une notion qui est venue là, je crois, c'était des primaires digitales. Oui, les primaires digitales. Bon, écoutez, on s'est bien rendu compte que c'est irréaliste, n'est-ce pas? Parce que ça demande beaucoup de moyens. C'est l'ATP qui voudrait organiser ces primaires digitales. Voilà, c'est ça, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu le faire. Et nous leur avions dit à l'époque que ça demandait d'abord un effort technique et financier que clairement l'Alliance n'avait pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la convocation du corps électoral, bon, c'est autre question, parce que c'était une affaire où
les candidats étaient des gens qui n'avaient même pas de parti, qui pouvaient les présenter. Et donc, je crois qu'ils étaient peut-être sincères, mais on peut se tromper sincèrement. Bon, la deuxième chose que je veux adresser, c'est la question du jeunisme. Laisser la place aux jeunes. Oui, oui. Je suis de ceux qui pensent sérieusement que la transition politique au Cameroun doit être accompagnée d'une transition générationnelle. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Simplement, je pense que cette posture qui consiste à dire que les jeunes vont réinventer le monde sans connaître le passé est une posture, je peux dire, pour le moins hasardeuse. Si vous voulez maîtriser le présent et l'avenir, il est extrêmement important de pouvoir écouter ceux qui ont de l'expérience du passé. Il y en a qui disent que laisser les Camerounais, ils savent déjà qui ils vont voter. Oui, j'allais en venir. Oui. Je crois qu'il y a cette tendance, nous l'avons rencontré quand on allait à travers les partis politiques. Donc, il y a un ou deux partis politiques qui sont absolument convaincus, qui sont tellement populaires qu'ils peuvent y aller seuls. Vous ne les citez pas. Et moi, non, je veux, citez pas. Non, je veux pas entrer dans des polémiques inutiles. La chose qu'il y a, c'est que, écoutez, en novembre, on verra bien. Moi, je pense que toutes les personnes qui vont s'aventurer à faire les choses seules, ils auront environ 1%. Donc, voilà. Environ 1%. Oui, oui. Donc maintenant, on verra, peut-être ils auront 5%. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne gagneront pas. Alors, il y en a qui pensent que votre discours, pour eux, vous êtes un pion du régime. Bon, écoutez, ce genre de choses, je ne vois pas même pas ce genre d'histoire. Parce qu'apparemment, ils ont l'impression que vous venez compliquer encore cette affaire-là, avec trop de science, avec une approche assez compliquée, où vous n'acceptez pas que certains sont déjà populaires, qu'ils peuvent jouir de cette popularité qui leur donnerait un peu de l'avance sur le terrain. Je ne vais jamais demander des excuses pour être intelligent face à des idiots, quoi. D'accord, d'accord. Ah, c'est ça la réponse. C'est ma réponse. On va prendre une transition pour accueillir Nadège Yougen juste derrière. Retour sur le plateau donc à vous la parole avec notre invité Djokam Tchameni. Bonsoir Gigi, belle émission. Ce monsieur ne doit plus jamais parler du logiciel. Je suis un ingénieur informaticien et développeur web. Je pirate ce logiciel même à distance. Il suffit d'être connecté. Soit il joue le rôle du régime pour fausser les résultats. Je peux le lui démontrer. Il n'a pas signé son message. Il ne croit pas à votre affaire. Le logiciel il dit que ça ne peut pas être sécurisé. Il n'a pas suffisamment de connaissances en informatique. Je suis sûr que c'est quelqu'un. Il dit qu'il est ingénieur. Oui, c'est ça. Et moi, ça fait, depuis 1986, j'ai créé une société qui s'appelle l'Intelligence Artificielle Inc. J'ai conçu un ordinateur Ramsès que j'ai fabriqué. Il y a très peu d'ingénieurs nouvellement formés qui peuvent me... D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas peur que même votre régime logiciel puisse être piraté et qu'on y intègre des résultats qui vont plutôt créer des contentieux. Il y a des technologies qui permettent de sécuriser ce genre de choses. Sinon, les banques ne seraient pas informatisées, sinon les bitcoins ne marcheraient pas, etc. etc. Il n'est pas encore bien formé, je pense qu'il faut qu'il vienne prendre quelques cours. Il vienne prendre quelques cours chez vous. Oui, oui, bien sûr. Parce que je vous annonce d'ailleurs que je suis en train de créer à Ouagadougou
l'Institut africain de l'intelligence artificielle et je lui donne une bourse gratuite. Alors, revenez pour cette bourse, donnez-nous vos coordonnées. Monsieur Djekam Tchameni vous promet une bourse de ce côté-là pour renforcer vos connaissances en matière d'informatique et de sécurisation, justement des logiciels. Ouais. D'accord. Nadège Ougen nous a retrouvés. Nadège, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. J'ai failli te demander que Amgaka. Afianya. Notre invité Djekam Tchameni est là. Bonsoir Monsieur Djekam Tchameni, bienvenue chez vous. Bonsoir Madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, ça va. Merci. Alors dans cette partie, vous allez tout simplement apprécier les questions proposées par les internautes. D'accord Madame. On parlait? Je suis prêt. D'accord. Il se dit que votre association Cap Liberté aurait eu beaucoup d'argent en vendant les cartes rouges pendant les années de Braise. On en est encore là-bas. Que répondez-vous à cette non, moi, d'abord, la première chose, c'est que Cap Liberté a été une organisation qui a joué un rôle fondamental pour le développement l'avènement du multipartisme au Cameroun. Elle a été créée en février 1991 et a été instrumentale dans l'organisation des villes mortes. Sans Cap Liberté, je ne suis pas sûr que la coordination aurait pu rester aussi soudée qu'elle a été. Et je suis fier, non seulement du travail que j'ai abattu en tant que président de Cap Liberté, mais de ce que les membres de Cap Liberté, qui ont beaucoup sacrifié, beaucoup sont allés en prison, beaucoup ont perdu un pied, un œil, etc. dans la bataille. Si certains choisissent de retenir de Cap Liberté quelque chose qui n'a d'ailleurs rien à voir avec Cap Liberté, les cartons rouges, je suis désolé pour eux. C'est pas Cap Liberté qui vendait les cartons? Non, absolument pas. Ça n'avait rien à voir avec Cap Liberté. D'accord. Celui qui a conçu les cartons rouges et passe son temps à la télévision dit que c'est moi qui ai conçu ça. C'est Anissé Ekane. Il le dit. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me coller quelque chose. Là, vous êtes désormais ensemble dans le groupe de Douala. Oui. Celui qui encadrait les manifestations et celui qui vendait les cartes. Attention, non, le fait que je dise que c'est lui qui a créé les cartons rouges ne veut pas dire que je pense que les cartons rouges étaient une mauvaise chose. Non. Et je pense que la médisance de ceux qui disent que les cartons rouges ont enrichi qui que ce soit, c'est un mensonge puisque Anissé Ekane n'est pas riche. Bon, c'est vous qui le dites. Enfin, je veux dire que même s'il est riche, ce n'est certainement pas les cartons rouges qui l'ont enrichi. D'accord. Voilà. Quel regard posez-vous au sein du STF, l'héritage du STF? Le STF est un parti avec qui j'ai commencé à collaborer très tôt. Parce que ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a eu des cellules clandestines. Parce que moi, je suis entré dans la lutte avant 1990. Et donc, à l'époque, on était dans la clandestinité. Et il y avait des partis dans la clandestinité que je peux vous citer. J'ai connu M. Belot dans la clandestinité avec son UNDPC. Il y avait le FPC de Guérandi. Il y avait l'UPC, donc traditionnel, qui était là et avec qui on a travaillé donc, pendant ces années-là. Et vers fin des années 87, il y avait donc des cellules, des groupes d'études qui deviendront par la suite le STF, qui étaient composés des gens de très très grande facture. Le docteur Akouchou, le professeur Sigasaga, le bâtonnier Mouna, pour ne citer que ceux-là rapidement, et qui pensaient, étaient des véritables sociodémocrates, qui voulaient apporter un changement fantastique au Cameroun et qui se sont mis à travailler justement avec nous pour lancer un parti unifié. En fait, c'était un seul parti sous la houlette de Yondo Black. Mais malheureusement, ils ont été arrêtés en février 90 avec Anissé et Henriette Ekoué. Ils sont venus me retrouver à la BMM où j'étais déjà depuis presque 2 ans. Et c'est pendant ce temps-là, c'est-à-dire que comme on nous avait arrêtés, il y avait des gens de la cellule du SDF, comme Albert Moucon et Feuco. Ceux qui étaient restés dehors ont dit, bon, comme le président a dit qu'on n'a pas arrêté les autres parce qu'ils voulaient créer un parti politique, alors nous, on va introduire une demande de parti politique. Ils ont introduit cette demande-là en février, le 26 février 1990. Oui. Et donc, en promettant que 2 mois après, soit on disait non, soit c'était réputé accepté. Et donc, vous connaissez la suite. Hein, le 26 mai, ils ont lancé cette manifestation, 6 morts, etc. Donc, le SDF, en tant qu'organisation, joue un rôle extrêmement important dans le retour à la démocratie et a été le parti qui a été choisi
pour porter le candidat de l'Union pour le changement. Donc, ils ont joué La un question, très c'est grand de rôle. l'héritage. Le Oui. SDF que vous voyez aujourd'hui. Mais c'est l'héritage que je donne là. Parce qu'il faut donner l'histoire de quelqu'un. Oui. Parce que si je court-circuite tout ça là et j'arrive à la conclusion, bon, maintenant, la chose qui est certaine, c'est que des choses se sont passées par la suite qui ont plombé un peu ce parti historique, comme pour les autres partis, hein, ont eu des difficultés, notamment du PC. Parmi autres, une sorte de gestion trop personnalisée de M. Frundi, Oui. un rapprochement, même si les gens en discutent avec le pouvoir, mais surtout, je crois, le déclenchement de l'insécurité et du mouvement ambazonien en zone anglophone a fini par fragiliser ce parti. Bon, donc, le président Joshua aussi est en train d'essayer de relancer. Je lui souhaite bonne chance. Voilà. Et justement, l'honorable Joshua aussi, le candidat qu'il faut à la tête du SDF. Oui. Est-ce que Joshua aussi, le candidat qu'il faut à la tête du SDF. Je ne suis pas membre du SDF. Les membres du SDF sont libres de choisir qui veulent à la tête de leur parti. Vous l'avez déjà consulté quand même dans le cadre du dans le cadre du groupe de Douala. Oui, absolument. Bon, quand il est pour la transition, la refondation. Le SDF est un des seuls partis politiques qui a passé une résolution pour dire qu'ils sont pour la transition. D'accord. Il se dit que vous avez donné les noms des héros nationaux à vos enfants. Le nom de Des héros nationaux à vos enfants. Des héros africains, oui. Que recherchez-vous? Je suis fondamentalement panafricaniste. Hein. Depuis l'université, nous avons créé avec les Achille Bembe, les Michel Lobé-Wane et beaucoup d'autres, un club qui s'appelle le Club d'études et de réflexion sur la culture africaine, où nous lisions, entre autres, les œuvres de Cheikh Anta Diop, etc. Je suis ce que les gens appellent un kémite. Donc c'est pour dire jusqu'à où je suis de ce point de vue-là. Je pense que les Africains doivent connaître leur histoire et pas l'histoire à partir de l'esclavage, mais l'histoire avant l'esclavage et s'en inspirer pour renaître en tant que peuple. Mes enfants s'appellent premier Krumah, la deuxième Zinga, la troisième Shabaka. Shabaka, c'est un pharaon d'Égypte ancienne, et le dernier Samouri. Donc voilà le nom de mes enfants. Je ne vois pas pourquoi ils s'appelleraient Jean-Jacques. Comme si j'aime le prénom. Ouais. D'accord. Il se dit également que vous soutenez la junte militaire ouest-africaine. Que répondez-vous? Mali, Niger, Burkina Faso? Non, je soutiens le mouvement de souverainistes, le mouvement populaire souverainiste et panafricaniste qui se déroule là-bas. Et je fais de mon mieux parce que je suis installé au Burkina Faso. Vous savez, d'abord, le Burkina, c'est ma deuxième nation. D'abord, parce qu'elle m'a accueilli quand j'étais chassé du Cameroun. Pendant 5 ans, j'étais au Burkina. Et parce que j'y suis retourné en 2016, où je suis véritablement installé. Le peuple burkinabé m'a toujours bien accueilli. Je connais très très bien le Niger, le Mali. J'ai des relations excellentes avec la plupart des régimes qui se sont succédés au pouvoir là-bas. Parce que quand je suis allé en exil, j'étais l'ami du président. Vous comprenez donc chaque fois qu'il y avait une visite d'État ou tout ça, il me présentait toujours en disant « Ah voilà, mon jeune frère du Kamchamini qui est persécuté par mon aîné Paul Biya, etc. » Donc j'ai eu à connaître beaucoup de ces gens-là. Et je crois que ce mouvement-là est un mouvement extrêmement important et je souhaite véritablement qu'ils prennent également en Afrique centrale. Mais pour le moment, on les soutient. Nous sommes là, on les soutient. Vous ne soutenez pas les jeunes militaires, mais vous soutenez la vision de cela. Oui, absolument. Moi, ce que je soutiens, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il peut arriver que les militaires viennent au pouvoir. Mais tous les militaires qui arrivent au pouvoir ne sont pas exactement la même chose. Le coup d'État en Guinée, ce n'est pas le coup d'État au Burkina. Ce n'est pas la même chose. Hein. Au Burkina, vous allez voir qu'il y a un mouvement populaire d'abord que les militaires viennent compléter. C'est la même chose peut-être au Mali. Ouais, ailleurs, vous allez voir, je ne sais pas, un bidas qui se lève et qui prend le pouvoir, qui peut-être tue le chef d'État ou l'emprisonne. C'est ce que vous ça, là, je ne soutiendrai jamais ça. D'accord.
Et puis pour sortir, le panafricanisme voulu par Kwame Nkrumah est-il toujours d'actualité? Oui, oui, tout comme le socialisme est toujours d'actualité. Vous savez, il y a des idéologies qui ont connu des flux et des reflux, et pendant la période de reflux, il y a eu des capitulats. Or, moi, ce qui me caractérise, c'est que je ne suis pas un capitulaire, je n'abandonne pas aisément. Je comprends que des mouvements sociaux peuvent connaître des twists and turns, comme on dit en anglais, mais quand je regarde aujourd'hui, je sens et je suis fier de me rendre compte que je suis toujours resté du bon côté de l'histoire. Je suis fondamentalement pour socialiste, c'est-à-dire, par socialiste, j'entends quoi? J'entends qu'il est une aberration de laisser l'essentiel des moyens de production d'un pays entre les mains des privés et de réduire l'État à un rôle de régulateur. L'État doit jouer un rôle et doit avoir les moyens de jouer ce rôle-là pour assurer à la population des choses basiques comme un bon repas, 3 bons repas par jour, la santé, l'éducation, l'habitation, etc., etc. Ça, c'est ce que un État doit être riche. Mais par contre, les gens pensent que la Chine ou la Russie sont des pays capitalistes. Ce n'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le capitalisme. Ce qui a été libéralisé en Chine, c'est le marché. Ils n'ont pas libéralisé les processus de production, mais ils ont libéralisé les processus de distribution. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. Le parti qui gouverne là-bas continue de s'appeler Parti communiste. Et ils ont montré la supériorité du système de production socialiste par rapport au système capitaliste, parce qu'ils ont pu en quelques années rattraper les États-Unis, et il n'y a aucun moyen que les États-Unis les rattrapent. Et je dis ça étant quelqu'un qui a étudié aux États-Unis. Je sais exactement, je connais les deux économies très très bien. Les États-Unis, c'est fini. D'accord, Nadège, merci d'être passé par ici, illuminer notre plateau. Nous poursuivons notre entretien avec Djokam Tchameni, avec ce téléspectateur qui dit Djokam Tchameni, c'est beaucoup assagi. C'est utopique de penser que vous allez imposer un programme à un homme politique. Personne ne suivra le groupe de Douala Sébastien Ngaoundéré. Est-ce qu'il a compris que vous allez imposer un programme? C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ça, je ne suis pas tout à fait sûr que les gens prennent souvent le temps d'écouter. Le groupe de Douala n'impose rien à qui que ce soit. Nous n'avons aucun moyen d'ailleurs d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand je vais rencontrer un chef de parti politique, je lui demande de l'audience tout à fait respectueusement et je lui apporte un ensemble d'informations avec l'intention de montrer que cette démarche-là peut lui être bénéfique, à lui et à son parti, et définitivement à son désir de voir un Cameroun qui change. Voilà, ce n'est pas la persuasion que nous n'avons aucun moyen de coercition. Maintenant, c'est la même chose par rapport au peuple camerounais. Ça ne m'ennuie pas qu'il y ait deux pélés et 3 tondus qui ne soient pas d'accord avec moi. C'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est la démocratie. Bonsoir, je voudrais transmettre mes amitiés au président Djokam Tchameni et le féliciter pour sa prestation. Charles Gounet qui envoie ce message. Bonsoir. C'est un peu long, voilà, on prend l'essentiel. Merci pour la générosité du monsieur. Je gagne ma vie au Cameroun dans une entreprise parapublique connue depuis ma formation dans les universités camerounaises. Je ne compte pas quitter le Cameroun. C'est juste pour une bourse, hein. Il n'a pas demandé que vous allez habiter là-bas. Prêtez-la nous. Nous, on va profiter tant que c'est gratuit. Mais il est très généreux. Si je n'étais pas un jeune militant du RDPC qui est engagé dans la victoire du RDPC dans son village 100%, je devais le suivre, mais le Cameroun m'a tout donné. Je suis obligé de faire de même en formant mes cadets dans la professionnalisation des universités où je suis également enseignant. Voilà, il refuse l'offre de bourse. Il vous rappelle qu'il est d'ailleurs militant du RDPC. Bon, voilà, c'est son droit le plus Vraiment, absolu. quand il est à l'école, est-ce qu'il faut rester dans tous les cas, il s'en sort bien. Donc, il est militant du RDPC. Il dit que je suis un pion du RDPC qui essaie de tromper l'opposition. Quelle a été ta collaboration avec Guérandi? Message de Zapazo de Ekounou, qui vous a entendu dire justement que vous avez rencontré dans le maquis, dans la clandestinité, Guérandi. Quel a été vos liens? C'était quoi? Le lien, c'était les mêmes liens que j'entretenais avec l'UPC et l'UNDPC à l'époque, c'est-à-dire que nous voulions le retour de la démocratie au Cameroun
Et Guérandi, à l'époque, avait l'avantage d'être installé au Burkina Faso et d'être l'ami du chef d'État. Et ça facilitait nos rencontres. À l'époque, beaucoup de nos rencontres ont eu lieu avant même que j'aille en prison au Burkina Faso, en effet. D'accord. Salut, les Camerounais ne sont plus dupes. Ils voteront leur président comme les Sénégalais. Moi, je suis à Yaoundé, la jeunesse aspire au changement. Le 12 octobre 2025, le temps de Dieu a sonné. Il faut vous inscrire. Maintenant, on ne peut plus s'inscrire. Bonsoir à vous, monsieur. J'aimerais savoir si on peut former en trading et connaître le marché de la crypto-monnaie, s'il vous plaît. One Smile des réseaux, on parlera de crypto-monnaie une autre fois. Allons à l'essentiel, on parle d'élection maintenant. Il y a deux jeunes actuellement, l'honorable Joshua et l'honorable Cabral. J'attire l'attention à tous citoyens de voter les deux jeunes là et donnons leur notre confiance. Il n'a pas signé son message, mais vous dit que vous qui n'êtes pas pour le jeunisme, il pense qu'il s'accroche à cette option de non, je pense que si effectivement ils entrent dans la dynamique unitaire et que les autres candidats, parce que en fait, ce n'est pas une élection digitale qui va choisir le candidat, ce sont les candidats eux-mêmes qui vont s'asseoir et ils vont décider de se désister en faveur de l'un ou de l'autre. S'ils décident qu'ils estiment que c'est un jeune, moi je serais absolument d'accord. Moi je suis absolument neutre par rapport au candidat. Ça n'a aucune importance, pour vous dire la vérité. Quand on entre en période de transition, la seule chose qui peut être attendue du candidat, c'est le degré de sincérité nécessaire pour partir à la fin de la transition. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit à Matomba et à Cabral pour leur dire, vous êtes trop jeune pour être président de transition, parce qu'un président de transition, c'est 3 ans après, il part en retraite. Est-ce que vous ne donniez pas déjà là une orientation? Non, je ne donne pas une orientation. Mouna, par exemple. En fait, non, pas du tout. La chose qu'il y a, c'est quoi? C'est que, ceci dit, quelqu'un, si c'est le choix, parce que ce n'est pas le groupe de Douala qui choisit rien du tout. Nous, on propose une démarche, si elle est adoptée, elle va finir entre les mains de la shortlist des personnes qui auraient été retenues par la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Ils choisissent ce qu'ils veulent. Nous, on va se mettre derrière, à ce moment-là. D'accord. Et si c'est un jeune, tant mieux. Parce que l'interdiction n'est pas que la personne ne se représente plus jamais. C'est que c'est son plan qui ne se représente pas à l'élection qu'il va organiser. Donc, mais après 5 ans ou 7 ans, alors, le mandat est de 7 ans au Cameroun. Oui. Votre président de transition ne mettra pas 7 ans. Non, il ne mettra pas 7 ans. Nous espérons qu'il mette 3 ans. Et là, vous pensez qu'un jeune ne peut pas arriver et dire que je fais 2 ou 3 ans. Je fais 2-3 ans et je pars. Voilà. Donc, on ne souhaite pas ça. Mais si c'est ce qu'ils choisissent entre eux, il n'y a pas de problème. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton invité. Monsieur Djekam Tchameni, vous avez été très proche de Guérandi. Il a répondu à cette question-là. Il était au Burkina Faso. Comment a-t-il été facilement happé par le pouvoir de Yaoundé? Calice Talom depuis Yaoundé, ce n'est pas la question à l'ordre du jour. Bonsoir, la coalition est nécessaire pour faire face au régime. Aller en rang dispersé ne profitera à personne. Donc, vous devez vous mettre ensemble si vous voulez changer ce pays. Fifi depuis Ebolova, nous avons, oui, comprendre que le professeur Abba Oyono, qui s'est rendu au meeting de M. Kamto à Paris, a été retiré de votre groupe. Qu'en dites-vous? Oui, la chose, le groupe de Douala, de par sa posture, se doit, en fait, d'être neutre par rapport au candidat. Si un membre du groupe de Douala déclare une préférence, vous comprenez que ça nous met en conflit d'intérêt. C'est une posture de conflit d'intérêt. Maintenant, dans le cœur de chacun peut avoir sa préférence. Mais quand il exprime cette préférence-là, il ne peut plus venir de façon crédible et dire à quelqu'un d'autre que celui qu'il a choisi que non, en fait, je veux que vous soyez ensemble et que vous choisissez. Il s'est auto-exclu pratiquement. Oui, cette posture-là était une posture qu'il a prise. Je crois qu'à ce moment-là, le groupe de Douala était dans la phase naissante et n'avait même pas produit son document de base. Oui. Bon, maintenant, on a un document de base très simple qui dit simplement que, bon, écoutez, voilà qui nous sommes, des leaders d'opinion qui veulent impacter positivement, et voici comment nous prenons nos décisions, et nous sommes neutres par rapport à tous les candidats. D'accord.
Bonsoir Jean-Jacques, je suis d'accord partiellement avec Djokam Tchameni parce que quand il soutient que si les partis qui joignent le groupe, leur groupe, qui refusent de rejoindre leur groupe aura 1%, je dis il se trompe du contexte. 90 jusqu'à 92 n'est pas la même chose que 2018 ni 2025. Sera une élection du jamais vu au Cameroun, car dit le président Paul Biya à Paris concernant la question sur le Dauphinat, alors que mieux comprendre les élections d'octobre 2025, je reconnais 5 grands partis politiques prêts à gouverner. Il suffit que sur les 5, 3 se mettent ensemble et tout est joué. Jean Calvin, depuis la ville de Douala, je suis d'accord, du côté de la cité sikh. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il est illusoire de penser que tous les candidats vont tous s'entendre pour avoir un seul candidat unique. Ce qui est important, et c'est ce que la population veut voir, c'est que certains ténors, un petit nombre d'entre eux, montrent qu'ils répondent à l'appel du peuple pour la coalition. Et ça devrait aller. Je voudrais dire quelque chose aussi rapidement. À la veille des élections, il y a des acteurs qui se dégagent et qui tiennent un discours qui, à mes yeux, sont absolument indécents. C'est le discours du régionalisme, du tribalisme, du repli communautaire. Repli communautaire. En tant que panafricain, je suis foncièrement contre cela et je crois d'ailleurs que c'est absolument contre-productif. Cette notion, par exemple, vous voyez, il y a des notions du genre, c'est notre tour. Je ne sais pas si je peux citer les noms des personnes qui font ça. Donc, il y a par exemple M. Zongang avec C'est notre tour. Il y a M. Ousmane Mé avec Le pouvoir doit retourner au nord. Il y a Elimi Nobel, C'est notre terre. Il y a l'anglophonie identitaire, le prochain président doit être anglophone. Non, c'est ça, cette façon de penser, elle est anachronique, elle ne correspond à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est un président qui aime le pays. Ce qu'il faut, c'est un Camerounais qui est patriote. Le président, c'est le président de tout le monde. Vous êtes un peu dans le profil, le portrait robot des évêques, là. Oui, absolument. Il n'y a jamais eu au Cameroun une ethnie qui a gouverné le Cameroun. Ça, c'est un mensonge extrême. Monsieur Aïdjo a été président pendant 25 ans. Si vous voulez voir la pauvreté, allez au nord. Monsieur Biya, 43 ans, allez au sud voir. Donc, je trouve que cette notion, les bêtis sont au pouvoir, les nordistes étaient au pouvoir, maintenant il faut qu'ils retournent au pouvoir, c'est un mensonge extraordinaire. Je ne sais pas si les gens qui le font par naïveté politique ou tout. On a toujours eu au Cameroun une oligarchie qui va pêcher dans toutes les ethnies et qui gouverne. Le problème n'est pas qu'il soit une oligarchie en tant que telle. Le problème est que c'est une oligarchie qui ne vit que pour elle-même et qui abandonne et marginalise l'ensemble du peuple camerounais, de toutes les régions du Cameroun. Ce que nous voulons changer, c'est de mettre en place des gens qui prennent le pouvoir pour servir le peuple et non pas se servir. Voilà la question. Donc, l'origine ethnique du président n'a rien à voir avec cela. Très belle émission, au moment où le peuple camerounais a pris conscience de l'imposture de 43 années de malgouvernance. Monsieur Tchameni, au lieu de montrer le mauvais bilan de l'ordre de 82, dont l'objectif serait de mobiliser les troupes, il préfère plutôt jeter en pâture l'opposition qui essaye tant bien que mal de se mobiliser dans un environnement qui lui est défavorable. Chers Camerounais, faites vous-même le constat du type de leader que nous avons. Ne nous laissons pas manipuler. Cet homme roule pour le régime. Tirez définitivement les conclusions. Peuple du changement, restons unis et concentrés, car les leaders des distractions et des démobilisations feront surface. C'est Njikensi Emmanuel depuis Douala qui envoie ce message-là. Il pense que votre discours démobilise l'opposition. Mais c'est extraordinaire. Vous savez, une organisation qui est incapable de faire son autocritique ne peut pas avancer. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi, d'abord dans tout ce que j'ai dit, qui démobilise, je suis en train de dire qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on amène les gens à voter, etc., etc. Donc je ne vois même pas, c'est encore même. Parce que vous ne vous êtes pas montré favorable à l'un des tenors d'aujourd'hui. Je sais exactement quel est le groupe qui pense comme ça. C'est-à-dire que ce qu'ils attendent de moi, c'est que je vienne dire que voilà, il y a tel là,
que ce n'est que lui et c'est c'est le lui ou messianisme rien, politique. etc. Et moi, je suis contre le messianisme politique. Je pense que c'est une sottise. Je pense que ça ne va mener nulle part. Je ne pense pas que... et je leur garantis que s'ils continuent dans cette voie, ils ne vont pas faire de bons résultats cette année. C'est eux qui ne se rendent pas compte que les Camerounais n'en ont rien à cirer, en vérité, d'un messie politique. Ce que les gens veulent, c'est que ça change. Et tout le monde, enfin, la plupart des gens sont conscients que ce n'est pas un individu seul qui va venir comme un messie tombé du ciel pour tout changer. C'est une dynamique d'ensemble qui peut permettre de le faire. Je suis désolé pour ceux qui pensent comme ça. Ils se trompent. Et dans tous les cas, on a 4 mois. On le verra en novembre, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la peine qu'on s'invective. On est en démocratie. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ce qui m'effare chez ces gens-là, c'est leur tendance à vouloir insulter les autres. Moi, je pense qu'ils ont le droit de penser comme ils pensent. Hein. Voilà. Et j'estime, selon mes analyses et les chiffres que j'ai en ma possession, que cette pensée-là va donner pas de bons résultats. Bon, s'ils arrivent à de bons résultats, je ne pourrais pas être fâché. S'ils gagnent les élections, si toute personne gagne les élections, qui n'est pas M. Biaye, moi je serais content. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, l'homme au charisme médiatique. J'admire votre émission édifiante ainsi que la cohérence de M. Tchamenei. La question que moi je voudrais poser est celle de savoir comment il est possible que la coalition soit une solution à renverser le régime quand on sait que lors de certaines éditions présidentielles, le RDPC avait un pourcentage largement au-dessus que le pourcentage cumulé de tous les partis d'opposition. Prions juste pour la prise de conscience des citoyens faciles à corrompre. Moyebis de Bitotol à Yaoundé, qui essaie de parler des chiffres. Hein. Bonne question. Le président Biya a été à plus de 70%, le deuxième se cherchait dans les 18% et leur pourcentage cumulé ne pouvait même pas permettre de battre. D'ailleurs, j'ai fait une analyse de ces chiffres-là, extrêmement fouillée, que je vais vous envoyer. Je dirais qu'il a absolument raison. Hein. C'est-à-dire que quand vous additionnez les chiffres de toute l'opposition, le RDPC débat constamment, c'est quand vous ajoutez aux chiffres de l'opposition les abstentions que le RDPC est battu constamment. Donc c'est pour ça que je dis que la stratégie doit être de réveiller le vote avec si les 3 millions qui se sont abstenus en 2018 si on arrive à avoir au vote, naturellement le président Biaga avait 2 millions quelque chose. Il aurait perdu. Si on peut les 3 millions là, plus les chiffres réalisés par les autres candidats. Voilà. Maintenant, si on prend les 3 millions et qu'on les disperse entre 10 personnes, vous voyez que ça ne donne rien, n'est-ce pas? Celui qui a 2 millions, le bloc de 2 millions, ça va toujours gagner. D'accord. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas qu'il s'arrête à ces chiffres-là. Il faut analyser plus loin. Ces chiffres en impliquant le taux d'abstention, les chiffres d'abstention. Voilà. Ce serait le bon calcul, selon Djekam Tchamenei. Bonsoir, monsieur Djekam. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour vous et pour les autres, l'opposition, de soutenir un candidat qui existe déjà que de vouloir créer un candidat dit consensuel? Le groupe de Douala n'est pas un candidat. Si oui, signalez-vous René depuis Bouddha. Est-ce que ce n'est pas facile? On n'invente pas les candidats. Ce sont parmi les candidats. Bon, je ne sais pas. Bon. C'est parmi les candidats au lieu de commencer à dire que faisons les calculs, il y a déjà Maurice Kamto, il y a déjà Cabral, il y a déjà Joshua aussi. Allons derrière tel. C'est ce qu'il aurait souhaité. Cette approche-là n'a pas marché. Parce que pendant que lui pense, je ne sais pas, que c'est le candidat X qui est déjà la personne, il y a quelqu'un d'autre à côté, qui est son voisin du quartier, qui pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre. Donc, si on passe sur cette base, on n'ira nulle part. Et c'est malheureusement ce qui s'est toujours passé. C'est-à-dire que les gens se regroupent et ils essaient de trouver un candidat avant même l'élection. Laissons chacun se présenter. Surtout, présentons un programme commun de réforme, de transition et de refondation. Et ensuite, demandons-leur, mettons avec persuasion, ça c'est le rôle du groupe de Douala, et les autres, et le peuple avec pression, nous voulons que vous nous donniez une personne pour que nous ne dispersions pas nos voix. Et ce n'est que pour 3 ans à peu près. Et que c'est pour 3 ans, et ensuite on va recommencer. Voilà. Mon frère Jean-Jacques, très bonne émission, mais j'aimerais demander à l'invité pourquoi dans leur groupe de Douala,
il ne consulte pas les leaders de l'opposition et les grandes têtes politiques du Sud. J'aimerais me rapprocher de ce groupe, mais remettez mon aîné Elimbi Lobé dans le groupe de Douala. Il est un très grand acteur politique dans ce pays. Apôtre Pierre Ramsès depuis Biba 1 et Bolova 2e, qui semble dire que vous ne consultez pas les leaders du Sud ou du Grand Sud. Bon, je ne sais pas à quel leader en particulier il pense. Dans tous les cas, je vous donne l'autorisation de donner mon numéro de téléphone. S'il y a quelqu'un qui pense qu'on a omis de voir, tant mieux. Vous n'avez pas vu le docteur Marcel Vondo qui est à Bolova, vous ne l'avez pas consulté. Il est candidat à l'élection présidentielle. Oui. S'il est candidat, on va certainement y arriver. On s'est partagé les rôles. Moi, j'avais peut-être 4 ou 5 personnes à rencontrer à Yaoundé que j'ai rencontrées. Quand on découvre qu'il y a quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, on va le voir. Maintenant que le corps électoral a été convoqué, nous allons attendre que les gens déposent leur dossier, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une vingtaine de gens qui disent qu'ils sont candidats à l'élection. Il y en a même qui vivent en France, là-bas, ils disent qu'ils sont candidats. Là, au Canada. Bon, non, au Canada, bon, on ne va pas aller les voir. Je crois que là, maintenant, on est déjà à la fin de la course et nous attendons de voir ceux qui vont déposer leur dossier et que le dossier soit accepté. Donc, il n'y a pas une volonté d'exclure ceux qu'ils présentent comme les leaders du Sud. Oh, absolument pas. Moi, pourquoi est-ce qu'on les exclurait? Absolument pas. Non, on vous a vu avec le président Dieudonné à Isomba Atemengue, vous l'avez consulté. Voilà. Absolument, nous travaillons dans la terre, d'ailleurs nous avons beaucoup de gens. Moi, d'ailleurs, je ne sais même pas comment regarder cette affaire-là de cette façon que les gens du Sud, les gens de l'Est, les gens du Nord, les gens du Sud. Si quelqu'un est devant moi, il est Camerounais, moi je me consulte avec lui. D'accord. Ce que nous voulons, c'est de voir ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle et voir dans quelle mesure on peut éviter qu'ils aillent en rang dispersé. C'est pas tout le monde. Il y en a qui vont toujours y aller. Mais que les tenors, même 2 d'entre eux, même 2. S'ils se mettent ensemble. Ça peut créer une dynamique. Oui. D'accord. Bonsoir à vous. Les jeunes qui prenaient le pouvoir en 60, puis en 82, pourquoi on ne leur a pas opposé l'argument d'attendre que les anciens les guident? Pourquoi c'est c'est aux jeunes d'aujourd'hui à qui on veut imposer l'expérience des seniors dans un pays peuplé à 70% de moins de 40 ou 50 ans. Nous voulons clairement un changement de génération avec l'accompagnement à nos côtés des seniors comme experts et conseillers et non comme leader Eric Baïa qui exprime ainsi son souhait relativement à la moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais maintenant, il ne faut pas qu'ils s'assoient, ils pensent qu'on va leur donner le pouvoir, n'est-ce pas? Il faut qu'ils aillent le chercher. D'accord, ça s'arrache. C'est un combat. Oh, oui. Bonsoir, grand Jean-Jacques, qu'il nous laisse les discours. Nous, le peuple, on a notre candidat qui a 45 ans. Personne ne nous oblige à suivre les vieux. Merci. C'est Ismaël. Il ne nous a pas donné le nom du candidat qui a 45 ans. Quels sont les rapports entre Tchameni et le père des villes? Moi, on a traversé déjà cette question-là, la question de sortie de ce programme, justement, du Camp Tchameni. Qu'est-ce que le groupe de Douala va faire maintenant? On a convoqué le corps électoral, vous l'avez dit à l'entame, mais on va sortir par là. Vous allez continuer les consultations. Oui, nous allons continuer les consultations, continuer à persuader les candidats de se parler pour voir s'ils peuvent arriver à un consensus et adopter le programme patriotique minimum commun de refondation. Nous allons beaucoup nous adresser à la population et nous allons accompagner les efforts visant à contrôler les élections. Ce n'est pas le groupe de droit qui le fera, tout ça. Non. Nous, on est seulement des facilitateurs. Mais partout où quelque chose de bon va se trouver, on ira là-bas, on va partager l'expérience. Est-ce que vous sentez quelque chose venir sur ce plateau-là? Il a reçu beaucoup de ceux qui ont marqué leur intention à candidater, qui semblent tous être déterminés. Ils ont déjà publié les programmes, ils ont déjà les gadgets, ils vont même en Europe, ils ont lancé les appels à la collecte des fonds. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même des gens qui sont réceptifs et peuvent accepter de se retirer? Oui. Je suis extrêmement optimiste au regard des rencontres que nous avons faites avec les candidats qui ont du poids. Oui, je suis optimiste. Comment est-ce que vous regardez ceux qui
lancent les appels à la mobilisation des fonds maintenant? Qu'ils arrêtent Mais non, non, ceux qui sont déterminés. Bon, d'abord, je veux vous dire ceci. Il est hors de question de demander à qui que ce soit d'arrêter quoi que ce soit. Parce que ceux qui seront mobilisés, ils vont les amener dans la cagnotte. Vous comprenez? Bon, donc, ça peut devenir une cagnotte centrale. Voilà, une cagnotte centrale. Donc, il est hors de question de dire à qui que ce soit de ne pas sortir, de ne pas travailler, de ne pas se faire connaître, etc. Surtout les jeunes, là, il faut qu'ils travaillent. Moi, c'est ce que je leur dis, il faut travailler. La vie, là, n'est pas facile. C'est pas facile. Eux, ils pensent qu'en 3 ans, ils peuvent faire l'affaire. Nous, ça fait 40 ans, on est en train de lutter. Donc, cette affaire-là, elle est dure. Bon, donc, même M. Biya, ça lui a pris 20 ans avant qu'il devienne président. Il ne faut pas croire qu'il est rentré d'Europe. Vous voulez décourager les jeunes, là, Non, je leur demande de travailler, je ne décourage pas. Et je leur dis la vérité. Le pouvoir n'est pas fait pour les cultivateurs de maïs. C'est fait pour ceux qui cultivent l'huile de palme. C'est-à-dire que tu es prêt à mettre 5 ans, tu ne récoltes rien du tout. Mais quand ça donne là, ça donne sur 30 ans. Mais si tu veux voir l'affaire après 3 mois, change de métier. Il faut aller cultiver le maïs. Ouais. Vous n'avez pas consulté Jean Baïbek jusqu'à présent? Le professeur Jean Baïbek. Il est président, il est candidat. Il va vous en vouloir. Il va vous en vouloir. Vous posez des questions pièges. Il va vous en vouloir, professeur Jean Baïbek, qu'on a reçu encore cette semaine sur nos antennes et qui est candidat à l'élection présidentielle pour le compte de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Il n'est pas tard. D'accord. Merci beaucoup, Djokam Tchameni, d'être venu sur le plateau. À vous la parole ce vendredi soir. Merci, Jean-Jacques Zé, de m'avoir invité. Merci à la jolie dame, Madame Jougen, de nous avoir accompagnés. Merci, madame. On espère justement qu'après les tamis de l'Écam et du Conseil constitutionnel, on se retrouvera encore ici pour faire le point. On sera là. Et parler de la suite de votre démarche. Merci, souhaitons-nous bonne chance. Bonne chance, justement. Merci, on vous remercie d'être venu. On salue toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont préparé ce programme. N'oubliez pas la rediffusion dimanche lorsqu'il sera 7 h sur la télévision du Vivre Ensemble et de Proximité Info TV. Très bonne soirée et très bon week-end à tous. Attendez, j'ai une nouvelle idée.